La vie d'Apple n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, bien au contraire. L'histoire de Cupertino s'est aussi construite autour d'échecs cuisants dont certains ont même conduit le constructeur au bord du précipice. Alors retour sur les flops les plus marquants d'Apple, de la console Pippin au Newton en passant par le Lisa en compagnie de l'un de ses dirigeants les plus illustres, Jean-Louis Gasset. Et bonjour à tous, vous regardez, et à toutes, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Ça fait quelques semaines qu'on n'était pas là, on avait beaucoup de travail, on travaille pour l'avenir, rassurez-vous, on est content de vous retrouver. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. J'ai beaucoup de chance cette semaine à mes côtés avec comme chroniqueur un invité exceptionnel, monsieur Jean-Louis Gasset en duplex de Palo Alto. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, bonsoir pour vous. On ne vous présente plus, hein. Vous êtes le fondateur d'Apple France, on va le présenter quand même un petit peu, allez, et d'Apple Europe, avant de prendre le direction et le cap de Cupertino et de la marque en tant que vice-président. Vous étiez le numéro 2 d'Apple du temps de John Sculley. Vous avez succédé à Steve Jobs, rien que ça, pour prendre la direction de la division matériel et logiciel, hein, c'est ça, du Mac, chez Apple au milieu des années 80. Donc, nous avons un insider ce soir au sein de Refait le Mac pour essayer de raconter un petit peu et comprendre les flops, parce qu'il y en a eu, vous allez voir, les flops d'Apple. Bref, un observateur attentif. À mes côtés, en plateau, Laurent Pantalach. Bonjour Laurent, comment ça va ? Très très bien, très content d'être à côté. Je vois que tu es venu avec... Je suis venu avec la Bible. J'ai la Bible. Très content d'être à côté, très content. On n'a pas tourné, il y a quelques émissions qui ont un peu, mais effectivement c'est pour l'avenir, donc on racontera ça dans quelques semaines. Très content d'être aux côtés de Didier, de Monsieur X et surtout de Jean-Louis, à qui la barbe sied à ravir. Ah oui, c'est juste en préambule et ça n'est pas... Jean-Louis, ça vous rajeunit, donc ça vous va à merveille. Voilà. Oui, ça j'en ai besoin. Je viens de fêter mon 77e anniversaire, donc vous imaginez... Vous ne les faites pas du tout. Double seven. C'est gentil. Continuez la flatterie, ça marche. Non, j'adore. Oui, bon, parce qu'on veut que vous achetiez des actions dans Refait le Mac, hein, c'est pour ça. En duplex, un autre insider d'Apple qui a connu pas mal de flops, lui aussi, mais il va nous l'avouer ce soir, du moins j'espère. Mon ami Monsieur X, un ancien responsable de la marque à la pomme qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, oui, j'ai connu Apple, mais pas avec le même niveau de responsabilité que Jean-Louis quand même. Et moi, je suis ce soir comme Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan, je suis colère. Ah, qu'est-ce qui t'arrive ? Et je suis déception. Peut-être qu'on en parlera là ou dans une autre émission, mais l'arrêt de l'HomePod me met dans tous mes états. C'est incompréhensible pour moi. Je crois que c'est un peu dans le thème de cette émission et la suivante. On en a parlé la semaine dernière, Monsieur X, donc on ne va pas y revenir, mais effectivement, ça nous a inspiré cette émission cette semaine, après l'émission de la semaine dernière consacrée au HomePod et au récent succès d'Apple. Cette année, on va plutôt passer en revue un petit peu les échecs d'Apple. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que ces échecs sont parfois salvateurs et ont permis quelque part à la pomme de mieux rebondir. Enfin, dernier chroniqueur, Didier Poulcani de Mac Forever en duplex de Lausanne. Bonjour Didier, j'ai failli t'oublier. Tu as failli m'oublier, mais c'est normal parce que quand on a des invités prestigieux comme ça, écoute, nous on n'est pas des insiders d'Apple, on suit le mouvement, on va dire. Ouais. Mais je suis comme Monsieur X, je suis quand même très déçu de cette histoire de HomePod, tu vois. Regardez l'émission de la semaine dernière, on en a parlé pendant quasiment une demi-heure. Allez, avant d'aborder le sujet du jour, un mot au sujet de notre sponsor Lassie et son nouveau disque, le One Big Dock. Regardez, je le sors de sous mon bureau, c'est une petite merveille qui affiche désormais une capacité record de 18 Tera, hein, c'est un gros bébé. Le One Big Dock est équipé d'un disque dur Seagate Ironwolf Pro de nouvelle génération qui offre une capacité de stockage, je vous le disais, qui atteint désormais 18 Tera. Sachez que prochainement, tous les produits desktop professionnels de la scie seront disponibles avec des disques de 18 Tera. Hein. Ce sera le cas du modèle 6 Big en RAID qui pourra ainsi cumuler jusqu'à 108 Tera de stockage. Hein. Pour les monteurs et les vidéastes comme nous, ça va être
du pur bonheur. Pratique également, le disque s'éjecte sur la face avant, tel un tiroir, et est protégé par les services de récupération de données Rescue en laboratoire. En cas de défaillance grave d'un disque, les données sont récupérables tout simplement en salle blanche. Pratique enfin les ports sur la face avant, l'USB pour brancher un iPhone ou un appareil photo, ou caméra, ou encore les lecteurs de cartes SD et CF toujours sur la face avant, pour décharger vos photos et vidéos à grande vitesse. Et le tout se connecte naturellement au Mac en Thunderbolt 3 et se chaîne. Merci à l'ACI de nous soutenir. Les amis, retour sur les FOP les plus retentissants d'Apple. Allez, gros plan sur notre sondage de la semaine, sur le compte Twitter de Relem.tv. La question cette semaine était, depuis sa création, Apple a fait plusieurs faux pas. Historiquement, quel a été pour vous le plus gros fiasco d'Apple? Et de loin, c'est la pipine, 51,8% qui arrive en tête, suivi par le Newton, 24,6%. Lisa, 14,1%. Et enfin, l'Apple 3, ça ne rajeunit pas Jean-Louis, 9,3%. Vous étiez 191 à voter. Déjà une réaction tout de suite sur Twitter de nos tweetos. Vous étiez nombreux à réagir également cette semaine. Sylvain de Rueda, regardez, la pipine, une console de jeu, créée en son temps en partenariat avec Bandai, console ultra chère, peu de jeux, et le cul entre deux chaises, on peut dire, car console avec des connectivités et des composants d'un mauvais ordinateur. Alors, on se souvient, c'est nostalgie, Jean-Louis, l'ordinateur, c'était un Mac, bien sûr, un processeur pour RPC, une console ordinateur, on peut la décrire comme ça, simplifiée, équipée d'un CD-ROM, dont le concept était un peu en avance, puisqu'elle a été conçue avant la PlayStation. Malheureusement, elle est arrivée un petit peu après, même si d'autres grands constructeurs de l'époque, souvenez-vous, Commodore, avaient aussi fait la même chose avec l'Amiga CD de mémoire. Le problème, c'est que le Mac, ça n'a jamais été vraiment une plateforme de jeu, Jean-Louis. Non, c'est une erreur de vouloir s'accrocher au mouvement des jeux. On le voit aujourd'hui avec Apple Arcade en ligne, où il y a quelques jeux, mais ça n'est pas ça qui excite les gamers, comme on dit. Ceux que je vois autour de nous, ils ont des gros PC, des écrans énormes et des manettes, et ils font du pilotage de circuit. Voilà ce qui intéresse les passionnés du jeu. Alors, il y a eu des périodes plus ou moins fastes pour le jeu et le Mac. Petite question subsidiaire, comment on peut expliquer ce peu d'appétence historiquement de la firme de Cupertino envers les jeux? Elle n'a jamais poussé les développeurs à sortir des jeux, alors qu'à l'époque, dans les années 90, du temps de la pipine, le PC était vraiment l'ordinateur de référence pour ça. Oui, je pense que c'est dans la culture d'entreprise. Il ne suffit pas de dire voilà, on va faire des jeux. Il faut avoir à l'intérieur de l'entreprise des gens qui vraiment ont ça dans les tripes et non pas dans la tête. Et c'est pas parce qu'il y a marqué sur une présentation voilà, on va faire des jeux que l'enthousiasme instinctif des équipes existe. Entre-temps, Sony avec sa PlayStation était arrivé. Et souvenez-vous également de la console de Sega, la Saturn, qui offrait une ludothèque et une puissance bien supérieure. Ouais, c'était des sociétés qui avaient des accords de jeu avant ça, souvent. Apple arrivait, ils avaient des hits à leur catalogue. Et puis surtout, ils venaient de cet univers-là, donc ils avaient déjà des studios qui produisaient des jeux pour eux, quoi. Tu vois, c'était. Alors qu'Apple fournissait juste l'hardware, entre guillemets. Donc il faut se souvenir qu'Apple, ou plutôt Bandai, Apple a appris. Apple a appris quand même. Le constat, c'est oui, il y a des flops, mais Apple a appris. Aujourd'hui, quand Apple lance lors d'une keynote, par exemple, quand on parle de jeu, ils font venir le patron d'un studio qui montre comment le jeu a été développé. Donc aujourd'hui, Apple, quand il lance, c'est vraiment grâce à l'iPhone. Certainement grâce à l'iPhone et certainement aussi grâce aux échecs passés, quoi. Tu peux pas oublier cette présence et le fait que ce soit rondement mené en disant on le gère en avant. Moi, j'ai des amis qui font des applis. Il y a quelques-uns. Ils ont tout l'environnement quelques semaines, quelques mois avant selon le niveau pour pouvoir le développer au-delà des bêtas. Ils ont même accès à des Et peut-être que grâce justement à l'homogénéisation des plateformes entre le Mac, l'iPhone et l'iPad, le jeu sera un peu plus
présent à l'avenir dans le Mac. Du moins, on le souhaite, moi qui aime bien jouer aussi sur mon ordi. Apple, ou plutôt Bandai, espérait écouler 500 000 exemplaires de sa console. Elle en vendra un peu moins de 50 000, donc c'est vraiment un gros flop. Hein. C'est un beau collector. Souvenez-vous de l'émission qu'on a tournée l'année dernière, juste avant le confinement. Et bien, voilà, c'était chez notre ami, aidez-moi. Alain, voilà, chez notre ami Alain qu'on salue et qu'on embrasse. Il était très fier d'exposer une pipine toute neuve dans sa boîte. Monsieur X, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je crois que je suis pas sûr d'être d'accord avec Laurent quand il dit qu'Apple a appris de son échec de la pipine sur le jeu. Pour la simple et bonne raison que dans ce domaine, ils ont répété leurs erreurs récemment. Hein. Ils nous ont annoncé avec fanfare qu'ils feraient du jeu avec l'Apple TV. J'ai même essayé pendant 6 mois de mettre ma Nintendo Switch à la cave et de jouer qu'avec l'Apple TV. Mais tu es un fou. Je me suis fait insulter par mes filles. C'est clair. Oui, rigolez, Jean-Louis, merci. Mais non, mais c'est vrai. J'ai cru le marketing d'Apple. Donc moi, je pense qu'au-delà de la culture qu'évoquait Jean-Louis, il y a un manque d'investissement. En tous les cas, je pose la question du sérieux d'Apple depuis l'échec de la pipine dans ce domaine. Je crois que moi, il y a une attente des utilisateurs de Mac, qu'Apple a les moyens, mais qu'il ne fait pas les choses sérieusement sur ce sujet. C'est un peu dommage. Donc l'apprentissage, pour moi, contrairement à ce que disait Laurent, n'est pas encore fait. Alors, ce qui est intéressant, on ne va pas faire toute l'émission sur les jeux, mais ce qui est intéressant, c'est quand, par exemple, Microsoft, qui est le rival historique d'Apple, hein, Jean-Louis a choisi d'investir dans les consoles. Il avait fait le choix, souvenez-vous, d'acheter un studio. Donc voilà, c'est peut-être ça qui manque à Apple aujourd'hui, non, peut-être ? Ce qui manque à Apple aujourd'hui, c'est du personnel. L'aspiration de personnel compétent par Apple dans la vallée et ailleurs, y compris d'ailleurs un studio de développement de microcircuits en Allemagne. Imaginez ça quand même. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire et Apple se bat sur beaucoup de fronts. Certains disent beaucoup trop de fronts et il est parfois difficile d'avoir du personnel de pointe sur chaque projet, sur tous les projets. Ouais, entre la console de jeux vidéo et la future Apple Car que la rumeur nous promet, effectivement, c'est plutôt un bel et grand écart. Allez, on continue sur les flops d'Apple et un beaucoup plus connu qui a fait plutôt mal à Apple parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur ce produit. Il s'agit bien sûr du Newton. Retour vers le futur, on pourrait l'appeler comme ça, le Newton, lancé en 1992 par Apple sous la direction de John Sculley. Hein. C'était votre patron, Jean-Louis, à l'époque. C'est vraiment une nouvelle catégorie de produits à l'époque, celui des PDA. Hein. Jean-Louis, un assistant personnel de poche, un peu l'ancêtre de nos iPhones et iPads aujourd'hui, Jean-Louis. Oui, tout à fait. Pour la petite histoire, quand même, précisons que le Newton a démarré en 87 avec le vice-président qui était patron du hardware sous ma direction, Steve Saccoman, avec qui j'ai ensuite démarré EBI. Et donc le Newton, au début, était un produit de la taille d'un iPad aujourd'hui. Et c'est quand nous sommes partis d'Apple en 90, le projet a été repris par Larry Tesler, qui était le patron de la recherche d'Apple. Et une très bonne décision a été prise, ça a été de couper la taille du produit pour qu'il rentre dans une grande poche et aussi de changer de processeur parce que ATT, qui fournissait le Hobbit, qui était le processeur du Newton original, ne faisait pas le boulot et que Apple a pris une très très bonne décision d'utiliser les processeurs ARM. Ça a été le meilleur du Newton. Ce qui n'a pas marché, entre autres, c'est la reconnaissance de l'écriture avec un stylet, ce qui était beaucoup trop tôt et d'ailleurs qui ne marche toujours que médiocrement sur des produits comme l'iPad. Oui, en tout cas, la promesse était belle. Hein. Effectivement, vous l'avez dit, une interface intuitive qui se pilote au stylet, la reconnaissance
de caractère de la manuscrite, ce qui était vraiment révolutionnaire à l'époque. Il tenait dans la poche et vous pouvez installer des applications comme aujourd'hui, mais via des cartes mémoire à l'époque. Et puis il pouvait synchroniser avec le Mac ou le PC. Et la fameuse puce ARM, il avait 10 ans d'avance, ce produit, Laurent. Exactement. Écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc en fait, aujourd'hui, on parle de flop. Le produit était juste en avance. C'était une machine, le Palm Pilot, donc on va dire années 98, 99, 2000. Finalement, la reconnaissance de caractère, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il fallait écrire les caractères d'une certaine façon. Le A, c'est comme ça. C'était donc il y avait le petit autocollant au dos pour apprendre les lettres, qui a plutôt bien marché. Ça a été plutôt un succès. Ça a été Tu sais qu'on a l'ancien président de Palm Pilot avec nous, Jean-Louis Gasset. Jean-Louis. Ah oui. Oui, j'ai été patron de Palm Source. Ouais, d'accord. C'est pas loin. L'OS. Avant de le vendre pour une très belle prime à un japonais, Access Technology, qui l'a fait disparaître. Pouf. On va pas aller trop vite, mais quand il a été presque à maturité ce produit, il a été retiré du marché et ça a favorisé Palm finalement. Oui, absolument. Alors, il faut se souvenir de ce qui n'allait pas à l'époque. Didier, je ne sais pas si tu as beaucoup manipulé le Newton, un processeur, vous le disiez, qui était à cette époque trop lent, un système de reconnaissance d'écriture qui ne marchait pas, et puis trop d'attentes. Apple avait énormément teasé à l'époque, beaucoup de rumeurs autour de ce produit, et forcément, il s'est même très bien vendu au début. Et puis Didier... Et on le voit, c'est très important de réussir des lancements parce que c'est difficile de perdre une mauvaise réputation, même si le produit s'améliore avec le temps. Oui, puis, mais moi je trouve que c'est beaucoup une question de timing parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de technologies qui soient matures autour de ça. Moi je me rappelais les premières Apple Expo que j'ai fait, donc quand j'étais enfant, j'étais à peine majeur, voilà. Et à l'époque j'avais justement un petit Palm que je connectais en Bluetooth, je crois, à mon téléphone 3G. Et en fait, toute la révolution était là. Infrarouge. Non, mais on commençait à voir les mails effectivement qui étaient exploitables sur ces produits. Et effectivement, il y a eu un boulevard entre cette période Newton où en fait tout était balbutiant, il n'y a rien qui marchait vraiment très bien pour en avoir vraiment un usage quotidien, à l'iPhone qui est arrivé qu'en 2007. Et c'est vrai que toute cette période-là, finalement, on s'est dit tiens, où est-ce que Apple, tout le monde parlait du téléphone Apple, je ne sais pas si tu te rappelles, on imaginait qu'ils fassent ça, ils ont sorti des iPods, on s'est dit tiens, c'est bizarre qu'ils sortent pas un produit comme ça. Il y a eu un vrai manque, je pense que c'était un vrai besoin, mais il a fallu un certain nombre de choses. Il a fallu que l'écran capacitif arrive, l'écran tactile, que Internet soit suffisamment rapide, que tu puisses faire assez de choses finalement sur ces produits, et puis que les prix baissent aussi, parce que rappelle-toi, moi quand les Newton sont sortis, mais qui pouvait se payer ça, quoi, c'était quand même hors de prix. Moi ça me fait penser au e-book. Combien il y a de sociétés qui ont sorti un PC bien packagé, bien réduit en taille pour lire les livres? Ça n'a pas fonctionné. Puis un matin, on arrive à une tablette. Alors bon, c'est plutôt Amazon qui a gagné le marché avec sa tablette Kindle. Mais aujourd'hui, il y a... Il l'offre quasiment aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui en plus, c'est quand même un produit comme Nespresso. C'est Gillette qui a inventé ça, mais au début du XXe siècle. Mais du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Tu vas au bord d'une piscine l'été, tu te rends compte que les gens ils ont plus de livres, ils ont plus que la tablette. Donc évidemment, c'est tous ces produits qui sont un peu en avance de phase, qui sont là pour ouvrir un marché. Bon, c'est un flop, ok. Monsieur X, qui n'est pas intervenu, vous êtes arrivé à Apple juste après, peu d'années après la sortie du catalogue du Newton chez Apple. Pourtant, Apple, pendant des années, ne s'est pas découragé. Je me souviens qu'on en parlait quand vous êtes arrivé au sein d'Apple par vos collègues qui étaient un peu vénères que Steve Jobs ait choisi de retirer le produit du catalogue parce qu'il était devenu mature. Il a eu de cesse d'être amélioré. En 1996, il est élu meilleur OS du marché devant Windows 95. Donc ça veut dire que vraiment le système devenait mature. Et puis patatras. Et puis on voyait qu'il y avait quand même des petits marchés qui s'ouvraient à lui, comme l'éducation. Et puis patatras, Steve Jobs le retire. Qu'est-ce que vous avez entendu dire au sein d'Apple France de ce Newton, Monsieur X? Alors moi d'abord, je pense que c'est pas un flop, le Newton, c'est un produit qui était un peu en avance, peut-être un rêve inachevé. Effectivement, moi quand je suis arrivé, le produit commençait à être mature, c'était pas pour autant un succès commercial. Et après, c'est vrai qu'il y avait une partie du staff d'Apple qui voulait continuer ce produit parce qu'en plus, il donnait une image un peu en avance, c'est moderne, innovant encore d'Apple, là où sur le reste de la gamme, Apple était très remis en question, notamment sur les ordinateurs. Alors après, il a été arrêté. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il a été arrêté parce qu'il y a des choix qui avaient été faits par Steve et son équipe
de recentrer les ressources sur ce que Steve voulait faire pour le futur, en fait. Et tu sais, le motto chez Apple, c'était simplifier et se concentrer sur quelques projets. Hein. Pour illustrer ça, quand je suis arrivé dans le portefeuille, ce qu'on appelait marketing produit qu'on vendait, je manipulais 450 références. Donc j'avais 450 références à évangéliser. Après l'arrivée de Steve, cette fameuse feuille, hein, toutes les références tenaient sur un A4 recto verso plastifié. Tous les commerciaux avaient ça dans leur sacoche. Il est passé de 450 à 40. Ça calme. 9 références sur 10 ont été retirées du catalogue. Donc il y a des choix drastiques qui ont été faits, à l'instar du Newton. Mais tu vois, c'était pour ce qu'on appelle alimenter la vision en remettant les ressources ailleurs. Maintenant, c'est resté pour beaucoup de gens un crève-cœur parce que, je le redis, à titre personnel, je ne pense pas que c'était un échec. C'était un produit qui était peut-être un peu, typiquement un peu en avance. Alors, un échec commercial, oui. Mais en termes je ne sais pas si on peut dire ça, mais de créer ou d'évangéliser un marché, notamment ce qui est devenu après le smartphone, voilà, c'est un produit qui reste emblématique pour ça. Merci. J'ai une anecdote, sur le sujet. J'ai été, comme vous vous en souvenez peut-être, administrateur de 3Com. Ouais. Et 3Com était devenu propriétaire de Palm. Ouais. Et donc, je voyais en famille Éric Benamou, il y a toute une communauté française, on se voyait le week-end. Et j'arrive chez lui un samedi en fin d'après-midi, et je vois Éric Benamou avec littéralement la fumée qui lui sortait du nez et des oreilles. Il venait d'avoir une conversation assez agitée avec Steve Jobs. Steve Jobs l'avait appelé pour lui dire « Écoute, voilà comment on va faire. Tu nous donnes Palm et tu rejoins le conseil d'administration d'Apple. Voilà une info. Et on va se concentrer sur les créatifs et l'éducation. » Voilà, c'était la nouvelle stratégie d'Apple qui a conduit à la simplicité, à la simplification dont on vient de parler. Mais l'idée en 97, tout de suite après son arrivée au pouvoir, l'idée de Steve Jobs, c'était d'acheter Palm. Voilà une info qu'on n'a pas forcément lue et entendue. Merci Jean-Louis. Ailleurs, j'ai deux questions pour vous Jean-Louis. La première, c'est est-ce qu'il n'y avait pas aussi une volonté en arrêtant le Newton ? Vous êtes à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley, hein, c'est un village hein, dans la Silicon Valley. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de prendre sa revanche contre votre ancien patron, John Sculley, qui avait viré Steve à une époque, et on sait que Newton était le bébé de John Sculley. Du moins, il aimait le dire. Oui, tout à fait. Et John avait une vision extrêmement ambitieuse du marché. Il disait que c'était un marché d'un trillion de dollars, le PDA qu'on appelait l'assistant personnel numérique. Et finalement, avec quelques années de différence, John Sculley a eu raison puisque l'iPhone un marché qui a atteint le trillion de dollars. Mais je ne pense pas que c'était une revanche de Steve. Ouais. Ce que Steve voulait faire, c'était simplifier. Ouais, ce que disait M. tout à l'heure. Vous avez gardé des contacts avec John Sculley ou plus du tout ? Oui, on a, au début j'ai pris contact avec lui, on a eu un échange très agréable au début de l'isolement pandémique. Et l'idée, c'est qu'à un prochain voyage, en passant par New York, on aura l'occasion de se voir. Vous me voyez arriver avec mes grands chevaux, Jean-Louis. On aura l'occasion d'en parler. D'autres questions que j'avais à vous poser, Jean-Louis, c'est on a l'impression, du moins j'ai l'impression que j'avais en étant spectateur ces années-là, que du moins au fil des années, que l'échec du Newton avait eu une vertu et était constitué vraiment presque un tournant pour Apple dans sa culture, celle de ne plus tenter d'évangéliser le marché avec des produits hyper révolutionnaires, vraiment en rupture, mais plutôt d'attendre, plutôt que la technologie arrive à maturité, et aussi que les attentes des utilisateurs soient également au rendez-vous, et ça a été l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Voilà, Steve a dit, on arrête d'expliquer à tout le monde comment ça doit marcher,
on attend que la technologie soit mature pour ça, pour que d'autres viennent capitaliser chez nous. Ce qui est arrivé avec le Mac et derrière le PC, et Microsoft a tout raflé. Oui. On va voir comment ça va. On va voir comment ça va se concrétiser à l'avenir, parce qu'il y a trois directions, dans lesquelles Apple est supposé travailler. Un qui est les applications de la santé, deux, la réalité mélangée, virtuelle, augmentée, comme vous voudrez, et puis trois, l'automobile. Et il y a des cas où il faudra que Apple brise une barrière. Je pense que ça sera le cas dans les applications de réalité augmentée. Il y a d'autres cas où Apple pourra exploiter un marché déjà existant. Ça sera les applications de santé et d'automobile. Ouais, donc, en tout cas, les mois et les années qui viennent s'annoncent passionnantes. Dernier point au sujet du Newton pour conclure, parce qu'on a fait un long chapitre sur le Newton. Est-ce qu'on peut parler, messieurs, les amis, de flop salvateur pour Apple au sujet du Newton, quand on sait que il y a la puce ARM à l'intérieur, qu'aujourd'hui Apple a basé toute sa stratégie aujourd'hui processeur sur la puce ARM Laurent, et qu'aujourd'hui finalement les énormes dépenses qui ont été faites en recherche et développement à l'époque, aujourd'hui Apple y récolte les fruits. Et puis on sait qu'aussi, en son temps, Steve Jobs a vendu des parts, je crois, d'ARM pour sauver Apple de l'embarras, dirons-nous. Ouais, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui sur l'ARM, je ne suis pas certain. Et je me suis posé la question, parce qu'on a fait quelques émissions sur les puces ARM, je ne suis pas certain que cet historique, ce passé-là, ait été vraiment utile dans ce qui est devenu. Pour moi, l'accélération du succès d'ARM, c'est, d'ailleurs quand ils ont sorti, donc c'était quoi? C'était sur l'iPhone 4. Qu'il a commencé, et surtout qu'ils ont commencé à embaucher des équipes et à monter en puissance sur ce domaine. Donc, mais la puce qui est sortie, c'était le 7. La 4 La 4. Avec 7, ok, excuse-moi. iPhone 4 à 4. À 4. Et du coup, c'est à ce moment-là pour moi que l'accélération dans le temps est vraiment passée. Je ne sais pas si, historiquement, peut-être qu'il restait encore des équipes qui avaient travaillé sur ARM au début. Non, mais ça a rendu possible. Oui, ça a rendu possible. Après, je pense qu'une société aussi grande qu'Apple, à un moment donné, il y a des équipes spécialisées en hardware et ils couvrent toutes les technologies. Tu vois, même aujourd'hui, il y a encore des gens qui travaillent sur de l'Intel. Tu vois, même si c'est pas la voie c'est pas la direction, quoi. Ouais, et puis tu restes alerte, quoi. Didier, on a beaucoup gossé souligné lorsque Steve Jobs est revenu au pouvoir qu'Apple était au bord de la faillite avec quelques semaines de liquidité avant de déposer le bilan. Et on se rappelle qu'ils avaient signé un contrat record avec Microsoft pour pouvoir rentrer au capital, même s'il n'y avait pas de droit de vote, mais ça a ramené beaucoup de millions de dollars. Je crois que c'était 500 millions de dollars à l'époque, Didier. Mais finalement, la vente des parts d'Apple dans les parts ARM a rapporté beaucoup plus. Oui, c'était un bon choix. Mais de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix. Il fallait vendre un peu les bijoux de famille, en fait, à l'époque. Ça rapportait 800 millions de dollars à l'époque. Donc, c'était beaucoup plus que Microsoft. Il ne faut quand même pas oublier dans quel état ils étaient. Ils étaient quand même au fond du fond. Donc, il fallait trouver ils ne pouvaient pas tabler sur des produits un petit peu au doigt mouillé comme ils le font des fois aujourd'hui. Il fallait vraiment sauver la boîte, quoi. Allez, on continue notre inventaire l'après-vert des flops d'Apple pour s'arrêter en 1983, on remonte le temps et découvrir un autre échec de la marque, le Lisa. 1983, donc révolutionnaire, le Lisa, le premier micro-ordinateur du marché équipé d'une interface graphique et d'une souris. Pourquoi révolutionnaire pour l'époque? Parce que il n'y avait pas à cette période-là autrement que des ordinateurs avec des commandes et des claviers. C'était vraiment novateur. Mais c'est vraiment un flop, Jean-Louis, le Lisa. On parle de moins de 200 de ventes. Il y a beaucoup d'ambition pour ce produit, Jean-Louis, à l'époque? Oui, c'était vraiment... c'était ce qu'il y avait de plus révolutionnaire à l'époque dans le portefeuille d'Apple, parce qu'il y avait un vrai operating system. Souvenez-vous que le Mac au début n'avait pas un vrai operating system. Toutes les applications se battaient pour avoir accès au hardware. Il n'y avait pas de noyau comme il y en a eu ensuite sur OS X. Il n'y a pas de multitâche, des choses comme ça. Il n'y avait pas de vrai multitâche protégé. Le problème, c'est que le logiciel était trop gros pour le matériel.
et que la machine n'a jamais pu vraiment fonctionner correctement une fois mise sur le marché, et que les défauts à corriger auraient pris des années de travail. Donc c'est un produit qui a été annoncé et mis sur le marché de façon prématurée. C'est-à-dire très ambitieux. Lorsqu'un produit sort et qu'il n'attend pas, et que la première version ne fait pas l'unanimité et qu'il a une mauvaise réputation qui s'installe, c'est difficile de s'en départir en tech. Et c'était valable en 83, c'est encore valable aujourd'hui, vous pensez? Notamment avec la mésaventure de Microsoft Duo qui vient de sortir. Il y a un bon exemple, il y a un bon contre-exemple qui est Maps, Plan en français. On va en parler de Plan, ouais. Qui était, ça a été un échec horrible au début. Et puis maintenant, si vous avez une voiture et qu'il y a ce qu'on appelle AirPlay dans la voiture, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et les améliorations sont continuelles. Le patron d'ailleurs de Plan ou de Maps, comme vous voudrez, est un Français. Eh bien, il faudra nous le présenter. Ça va nous intéresser pour notre émission. Il faut vraiment qu'on parle, Jean-Louis. Alors, moi, j'ai lu... je me suis renseigné, évidemment, sur l'histoire du Lisa. Et M. X, peut-être que tu avais entendu dire des choses, puisqu'il y avait quelques reliques au sein d'Apple de ce produit quand tu es arrivé. Il coûtait $10 000 quand même à l'époque. Ça représente près de 20 000 € aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une machine pour les grandes entreprises. Donc, c'est déjà peut-être qu'Apple c'était pas forcément leur client naturel. C'est vrai que ce qui était bizarre quand on voyait arriver le Macintosh un an après, il avait un gros lecteur 5,5 pouces, alors que je dirais le Mac avait quand même du 3,5, donc c'était déjà un peu plus novateur. Pas de disque dur, très peu de logiciels. En revanche, il était modulaire. Et puis, on avait le sentiment, du moins c'est ce que j'ai lu, alors vous allez me confirmer parce que vous étiez déjà au sein d'Apple à l'époque, Jean-Louis, on a l'impression que finalement, c'est Steve Jobs qui a tout fait pour flinguer le Lisa en tentant de concurrencer en interne et privilégiant le Macintosh. Et il aurait, selon les journalistes de l'époque, multiplier des interviews, on sait qu'il n'aimait pas ça, annonçant, au moment de la sortie du Lisa, annonçant la sortie prochaine du Macintosh, équipé lui aussi d'une interface graphique et d'une souris, mais plus puissant et moins cher. C'est sûr que ça pouvait faire des ordres. L'attitude de Steve Jobs est ce qui a conduit à son éviction. C'était quelqu'un d'extrêmement combatif et désordonné. Et n'oublions pas que le nom du produit, Lisa, c'était le prénom de sa fille. Et donc, il faudra peut-être laisser ça à un psychanalyste freudien ou plus, moi je dirais plutôt jungien, de certaines... Non, mais je suis sérieux. Je pense qu'il y avait... c'est un produit, c'est Steve Jobs qui a fait venir des gens d'Apple chez Xerox PARC pour voir la machine Alto avec l'interface graphique et la souris. Et donc, qui a fait adopter l'interface graphique et la souris. John Couch, un autre ingénieur d'Apple, est devenu le patron du produit Lisa. Et Steve s'est vu en quelque sorte dépossédé de son idée. Lui avait une vue plus minimaliste et d'ailleurs presque trop minimaliste du produit qui a fait le Macintosh. Et ça a été, alors je vais mélanger les références culturelles, ça a été une espèce de tragédie grecque de la lutte entre les idées que Steve Jobs avait apportées et dont il s'est trouvé dépossédé parce qu'il n'était pas pris au sérieux à l'intérieur d'Apple. Il n'était pas vu comme quelqu'un sur qui on pouvait vraiment compter. C'était compliqué. C'est compliqué. C'était très compliqué, c'est devenu très compliqué. Et heureusement, la tragédie s'est dénouée une première fois quand Steve Jobs a été évincé. Parce que c'est une des meilleures décisions pour Steve Jobs et pour Apple, ça a été le fait de le mettre dehors d'Apple. Parce qu'après, il a fait Pixar, après, il a fait Next, et grâce à Next, il a repris le pouvoir à l'intérieur d'Apple. Car l'avantage d'avoir des échecs, du moins, c'est pas grave de faire un échec, de subir un échec si on apprend de ses échecs. Et c'est ce qu'avait fait Steve Jobs, en fait. Cette période-là. Allez, avant de continuer sur les flops d'Apple, un mot au sujet de notre sponsor, Lassie. Son nouveau disque,
Le One Dock qui affiche désormais une capacité de 16 Tera. Alors le One Dock, il est équipé d'un disque dur Seagate Ironwolf Pro de nouvelle génération qui offre une capacité de stockage qui atteint désormais 18 Tera. Sachez que prochainement, tous les produits desktop professionnels de la scie seront disponibles avec des disques 18 Tera. Ce sera le cas notamment du modèle 6 Big qui pourra ainsi cumuler jusqu'à 108 Tera de stockage. Pratique. Enfin, le disque s'éjecte sur la face avant pour l'éjecter et l'échanger. Et puis, ce disque était protégé par les services de récupération des données risques en laboratoire. En clair, en cas de défaillance grave d'un disque, les données sont récupérables en salle blanche. Pratique également les ports sur la face avant, un port USB pour brancher un iPhone ou un appareil photo ou encore une caméra. Et puis pratique les lecteurs de cartes SD et CF pour décharger vos photos et vidéos à grande vitesse. Le tout se connecte ou se chaîne au Mac en Thunderbolt 3. Merci à la scie de nous soutenir. Voilà, on remonte encore le temps de l'histoire d'Apple jusqu'en 1980. Cette fois, c'est un ordi qui signera le premier vrai flop d'Apple. Pardon, le vrai premier flop de Steve Jobs. Il s'agissait de l'Apple III. Cap sur 1980, Apple surfe sur le succès de l'Apple II, créé par le génial Steve Wozniak, Jean-Louis. C'est là qu'Apple a décidé de sortir une machine plus professionnelle, destinée aux entreprises. C'était l'Apple III, Jean-Louis. Oui, l'Apple III, le problème de l'Apple III, ça a été surtout la carte mère qui était défectueuse et avec des défauts multiples. C'est un produit qui a été sorti de façon hâtive. À l'époque, je dirigeais Apple France et donc je peux vous certifier que le service après-vente d'Apple France était débordé par les cartes mères à remplacer. L'autre défaut de l'Apple III a été le positionnement marketing où Apple était encore et malheureusement pour plusieurs années obsédé par conquérir le marché de l'entreprise contre le PC. Il faut se souvenir que le PC d'IBM, il faut se souvenir qu'en 83, l'IBM PC qui avait été annoncé en 81 avait progressé, qui avait donc déjà le PC XT avec un disque dur et un processeur à 4,77 MHz. Waouh. Quelle vitesse. Exactement. Phénoménal. Non, mais sérieusement. Ils ont sorti le AT après à 12 MHz. C'est fou. Oui. Alors seulement... Oui, Jean-Louis. Et donc, Apple, les gens du marketing d'Apple aux US étaient obsédés, et moi ça m'a posé des problèmes politiques quand je suis allé à Cupertino, parce que j'étais absolument pas d'accord sur le positionnement d'essayer d'attaquer IBM sur ses points forts. C'était la défaite assurée. Et donc, ce que Steve Jobs a dit bien des années plus tard, en disant on va se concentrer sur l'éducation et les créatifs. C'était ça le marché d'Apple. Et sur le terrain à Apple France, on a fait de très bonnes affaires en se concentrant sur ces marchés-là et en n'essayant pas de contrer IBM de façon frontale. Alors seulement 120 000 exemplaires seulement écoulés en un peu moins de 4 ans, alors que l'Apple II s'était écoulé à 2 millions d'exemplaires. Vous voyez l'écart. Mais il n'y a pas la concurrence du Macintosh qui arrivait en plus? Non, c'est un peu plus tard le Macintosh. 84 ouais, 84. Un peu plus tard. Mais j'ai lu que justement le génial papa de l'Apple II, qui était Steve Wozniak, n'avait pas été associé à l'Apple III. C'est vrai? Oui, c'est exact. Et c'était un peu plus en clair le bébé de Steve Jobs qui s'était vraiment mis en avant déjà un peu comme le Lisa ou le Mac et voulait imposer sa vision de l'informatique. Quand vous disiez qu'il y avait problème de carte mère, j'ai lu aussi que on sait qu'Apple, au sein d'Apple, Steve systématiquement faisait en sorte de vouloir que les machines soient les plus silencieuses possibles. C'est encore le cas d'aujourd'hui, sur beaucoup de machines, en retirant le ventilateur. Et c'est ça qui provoquait les problèmes de carte mère, je crois bien. Ça, je ne m'en souviens. Ça n'est pas mon souvenir, mais c'est possible. Alors, on me souffle dans l'oreillette que c'est ça, puisqu'on a notre collectionneur en or nous a fait un petit récapitulatif de l'Apple III, notamment l'idée de ne pas mettre de ventilateur. Ça a obligé l'équipe à construire une coque en fonte d'aluminium pour le refroidir. Oui. Donc, la machine pesait des kilos. L'obsession du silence de Steve Jobs a causé la perte de cette machine. Et vous le disiez, les cartes électroniques avaient tendance à se bomber.
Et encore une fois, on le voit, dès qu'il y a un problème de fiabilité, c'est difficile de remonter la pente. Donc c'est le premier flop de Steve Jobs. C'est pas facile aussi de succéder à un succès aussi phénoménal que ce qu'a représenté en son temps l'Apple II. On l'a un peu oublié, mais c'était un succès énorme. Et vous avez essayé pendant des années, je crois, de capitaliser sur ce succès, parce que pourquoi le remplacer absolument? C'est là qu'est arrivé l'Apple II GS, Jean-Louis? Oui, alors l'Apple II GS, c'est un produit qui a failli me faire perdre mon poste quand j'étais à Cupertino, parce que j'arrive là-bas, on me confie la direction des ingénieurs, et il y avait 2 équipes d'ingénieurs concurrentes, les ingénieurs du Mac qui se considéraient comme étant l'élite, et les ingénieurs de l'Apple II, de l'Apple III, de l'Apple II GS, qui se considérait comme le gagne-pain d'entreprise, parce que au moins l'Apple II se vendait, ce qui n'était pas le cas du Mac. Et donc l'Apple II GS, c'était le bébé d'un des dirigeants d'Apple, qui n'était pas Steve Jobs. Et l'idée, c'était de faire du graphique et du son, d'où le G et le S. Malheureusement, c'était un produit déviant qui n'avait pas de vraie compatibilité avec l'Apple II, c'est-à-dire que les logiciels ne fonctionnaient pas ou mal, les logiciels de l'Apple II ne fonctionnaient pas ou mal sur l'Apple II GS. Et Bill Gates vient voir une démo, une présentation de l'Apple II GS. Je viens de raconter ça dans un chapitre du livre que j'écris, donc les souvenirs sont frais, remontés à ma mémoire. Et Bill Gates a dit pas question, on ne développera pas c'est trop déviant par rapport à la ligne de l'Apple II, on ne développera pas de produits Microsoft. Et donc je propose de tuer ce produit-là en disant il n'a pas d'avenir, c'est pas la peine de s'époumoner. Ouais. Et ça a énormément vexé la personne qui était le sponsor officiel c'était l'enfant chéri de cette personne, et ça m'a valu j'ai failli être renvoyé en France à la suite de ma décision d'arrêter le produit. L'ambition, c'était de dire on va suivre la tendance des nouvelles générations des ordinateurs 16-32 bits. C'était le cas dans les années 80, milieu des années 80 avec le Macintosh, bien sûr, mais aussi l'Atari ST, qui était beaucoup plus accessible, l'Amiga 500 de Commodore, qui, eux, se vendaient comme des petits pains parce qu'ils étaient à moins de $500. Donc, c'était très, très loin du prix d'un Macintosh, bien sûr. Bon, il n'y avait pas d'écran, mais passons. Et donc, à la fois, c'était une machine 16-32 bits qui devait essayer de concurrencer ces machines-là, et à la fois garder la compatibilité avec l'ancien Apple II, qui avait un processeur tout à fait différent. Donc, émulation, et c'est toujours difficile d'avoir comme ça, quand on veut capitaliser sur le passé et à la fois concurrencer l'avenir. Et finalement, il était il était plus cher qu'un Atari ST et moins puissant, donc effectivement, il n'avait pas forcément d'avenir. Et il fallait faire trop de compromis. En plus, il était vraiment très cher, cette machine, pour l'époque. Allez, on enchaîne avec des Mac dont certains sont iconiques mais n'ont pas rencontré le succès. On en parle après ce prochain chapitre. Alors, une machine iconique d'Apple, moi que j'adore personnellement parce que c'était l'un de mes tout premiers Macintosh, c'était le Macintosh portable, une machine iconique en 1989, oui, car c'est le premier ordinateur portable d'Apple, le premier Macintosh portable, et c'est votre bébé, Jean-Louis. Oui, et ce qui est assez ironique, c'est que la présentation publique du produit a été un très bon succès. On a les images. Vous pouvez retrouver sur YouTube la démo que j'ai faite. C'est celui où vous le montez ? C'est celui où vous le montez, là ? Oui. En début de keynote, vous arrivez avec un attaché-case, et on ne sait pas ce qu'est un attaché-case. Et un verre d'eau. Et un verre d'eau. Je sors un verre d'eau de l'attaché-case, enfin bref. Bon. Ça a été très bien reçu. Et ça s'est très mal vendu parce que c'était beaucoup trop cher. C'était beaucoup trop cher et beaucoup trop lourd. Pour l'histoire interne qu'on n'a pas racontée à l'époque, mais pendant le développement du produit, quand j'ai vu comment le produit émergeait,
j'ai voulu mettre sur le côté, mettre dehors, pour être plus clair, le patron du développement de ce produit, parce que je n'étais pas d'accord avec la taille et le poids du produit, et j'ai voulu sous-traiter ce développement-là avec Sony, puisque Sony était un des fournisseurs favoris d'Apple pour les moniteurs, souvenons-nous, et pour les floppy disks. Et donc, on avait très bon rapport avec Sony, et je pensais que le sens de la miniaturisation de Sony et de l'industrie japonaise en général conviendrait beaucoup mieux à Apple que ça. Je me suis fait accuser à l'époque d'être anti-américain, et donc, non, sérieux. Et vous savez, le patriotisme américain, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On l'a vu avec l'émergence de Trump qui est arrivé en disant « Make America Great Again ». C'est quelque chose qui est très fort dans les tripes des États-Unis, un pays qui se sent en train de glisser derrière la Chine. Et donc, à l'époque, donc on a continué avec le développement tel qu'il était lancé. Et puis, souvenons-nous que 2 ans plus tard, il y a un PowerBook qui est sorti avec une station d'accueil, une machine très, très légère qui a été faite par Sony. Ouais. Vous aviez encore raison trop tôt. Moi, j'ai beaucoup aimé cette machine. Ouais, raison. Je n'ai peut-être pas été assez habile politiquement. Je veux garder ma responsabilité. Je n'ai peut-être pas su vendre l'idée de travailler avec Sony. Je n'ai peut-être pas été assez habile. Hein. Ouais. Juste une anecdote. Mon premier Mac, c'est un cadeau que m'a fait un ami qui s'appelle Thierry Mezzane et qui, lui, bossait, je crois, chez Sogea, qui était une filiale de BTP, de Vinci, enfin d'un grand groupe de BTP. Et en fait, c'était un Apple II qui avait été transformé en ordinateur portable. Donc, c'était une valise métallique avec un plus petit écran, avec 2 lecteurs de floppy, un clavier très dur. Et en fait, c'était une valise qui allait sur les chantiers. Donc, tu branchais le 220 derrière. Donc, mais c'était un transportable. Ouais. Et c'est assez avant l'arrivée des portables, donc avant l'arrivée de ça. C'est pour ça, pour revenir au lancement, Jean-Louis, du Macintosh portable, et j'en ai eu un, donc j'en parle d'autant plus aisément et avec bonheur, c'est que c'était un vrai ordinateur. C'est-à-dire, d'habitude, un ordinateur portable dans les années 80, c'était pas des vrais ordinateurs. Il fallait faire un compromis. Non, d'abord, il fallait faire un compromis sur quelque chose, parce qu'ils n'étaient pas assez puissants, parce qu'on n'avait pas assez de disques durs, parce que l'écran, c'était une catastrophe, les écrans à l'époque des ordinateurs portables. Là, on avait un écran LCD qui était de toute beauté, hein, souvenez-vous, Jean-Louis, noir et blanc, mais voilà, il n'était pas rétroéclairé, mais on arrivait quand même à bien bosser. Et c'était un vrai Mac. Il était même plus rapide qu'un Macintosh classique de bureau de l'époque. Mais c'est vrai qu'il était lourd, qu'il faisait 7 kilos, donc voilà, et que c'était plus une machine qu'on transportait d'un point A à un point B pour travailler que travailler en déplacement. Et c'est vrai que c'était arrivé un peu plus tard, mais c'était moi, j'en garde... C'est un peu ma petite Madeleine, cette machine. Voilà. Monsieur X, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé au Didier, quel regard vous portez sur ces années on a parlé de l'Apple IIgs, on a parlé de l'Apple III, on a parlé du Macintosh portable. On s'aperçoit que, quelque part, les raisons des échecs, c'est toujours un éternel recommencement, quelque part. Qui veut prendre la parole ? Écoute, moi, très rapidement, je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce qui a été dit, parce qu'à l'époque, j'étais juste un utilisateur balbutiant des produits de chez Apple. Moi, j'ai découvert Apple avec l'Apple II, voilà, et j'avais été assez séduit, mais j'ai oublié cet ordinateur parce que mon esprit est parti vers d'autres joujoux qui sont arrivés pendant ou après, type ZX81, Auric One. Plus accessible. Puis des produits chez Thomson qui étaient accessibles pour nous au lycée. Donc c'était une perte en tant qu'utilisateur que j'ai oubliée. Et puis moi j'ai revu Apple revenir avec le Mac, que j'ai utilisé pendant mes études, une fois de plus en tant qu'utilisateur, parce que je n'avais pas les moyens de m'en payer. Et pour moi, c'était le retour en mieux avec le Mac et son interface par rapport à ce que j'avais connu avec l'Apple II. Donc, je n'ai pas suivi tout ça. Et pour moi, vu de l'extérieur, ça a plutôt été une histoire linéaire. Et je sais que c'est une bêtise que de dire ça, mais le Mac, pour moi, était l'aboutissement ou la prochaine étape naturelle de l'Apple II.
et la marche en avant d'Apple. Donc j'en ai plutôt une vue d'utilisateur et assez, entre guillemets, bonne ou amoureuse de cette époque. Voilà. Moi, j'en garde un souvenir assez nostalgique. Peut-être, allez, très rapidement, Didier, peut-être qu'il y avait un mot à dire sur cette période-là, sur ces machines-là, l'Apple II, l'Apple III, l'Apple II qui est loin d'être un flop, et plus récemment, si on veut, le Macintosh portable. Et on va parler dans un instant du Performa. Tu vas voir que c'est vraiment la période sombre de chez Apple. Oui, bah justement, ça fait une bonne transition. Sur le Performa, c'était mon premier Mac, tu vois. C'était vraiment le Mac qui est arrivé chez nous et qui était la petite révolution parce qu'on connaissait très peu Apple à l'époque. Moi, j'ai pas du tout connu le Macintosh et tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'en fait, le parallèle est intéressant aujourd'hui quand on parle de cette époque, parce que même le Macintosh, tu vois, sous son petit format, même avec sa puce, je crois qu'il a duré presque 10 ans quasiment, où il a arrêté en 92, quelque chose comme ça. En fait, on était quand même aux prémices de l'informatique, tu vois. C'est dur de se dire, ouais, parce qu'en fait, on partait dans plein de directions. On cherchait un petit peu qu'est-ce qu'était l'informatique, quels allaient être les clients. Le marché n'était quand même pas le marché d'aujourd'hui. Tu vois, quand tu disais, oui, il fait un flop, une console fait un flop à 50 000, un ordi fait un flop à 100 000. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont vraiment très différents de ça. Donc, il a fallu cette construction aussi. En fait, Apple a participé à toute cette construction mondiale autour de l'informatique. Et même quand tu vois ce qu'est IBM aujourd'hui, finalement, il faut même plus d'ordi et tout. Ouais. On a eu besoin de tout ça, en fait, pour construire ce qui est devenu l'informatique aujourd'hui, qui est beaucoup plus mature et effectivement qui évolue à des vitesses aussi bien différentes. Et juste pour terminer sur le Performa, parce qu'on va en parler après. Pour moi, c'était vraiment la petite révolution parce que pour moi, c'est vraiment l'ancêtre un peu de l'iMac. C'était l'ordinateur un peu multimédia qui arrivait dans les familles, qui n'était pas trop cher. Et moi, ça m'a vraiment fait découvrir en fait cet univers où tu avais vraiment un ordinateur que je me rappelle, il lisait les CD audio. C'était un truc de fou. Enfin, tu vois, tu avais des CD multimédia, on appelait ça les CD-ROM multimédia, avec voilà de la vidéo, du son et tout. Et c'était une vraie révolution pour l'époque où on passait quand même de l'informatique un peu ligne de commande, DOS et tout, à quelque chose qui devenait, on commence à pouvoir traiter de la photo, enfin à vraiment avoir des machines qui ressemblent plus aux machines actuelles. Et même si à l'époque Apple était dans une situation compliquée, en plus c'était compatible avec rien, enfin voilà. On n'avait pas, tu vois, il n'y avait pas la compatibilité Intel comme aujourd'hui, mais c'était quand même un peu l'amorce de ce qu'ils ont pu faire après justement avec le premier iMac. Alors Jean-Louis, quel regard vous portez sur cette période qu'on le dit sombre, parce que financièrement Apple avec les Performa a vraiment tombé bien bas, et a été vraiment à deux doigts de toucher le fond et toucher la faillite. Rappelons en quelques mots ce qu'étaient les Performa, Jean-Louis. C'était des ordinateurs grand public d'Apple, c'est-à-dire qu'on reconditionnait des ordinateurs professionnels qui avaient vieilli et qu'on vendait en grande surface, dans les centres commerciaux, à prix cassé. En clair, Apple s'est lancé dans la guerre des prix avec les PC domestiques bon marché. Et alors qu'aujourd'hui, elle privilégie, ou avant, elle privilégiait la marge, elle a préféré privilégier la part de marché. Et ça a été une erreur à l'époque, vous pensez ? Oui, tout à fait. Et cette erreur s'est poursuivie lorsque Apple a décidé après être passé au PowerPC, a décidé de licencier la plateforme et de permettre à des constructeurs comme Motorola ou Power Technology de faire des compatibles Mac et donc de faire baisser les marges. Et c'est là que Apple s'est mise comme IBM l'a été à l'époque, en laissant partir la plateforme, la faire contrôler par d'autres. Les marges d'Apple se sont effondrées et ça a été la fin d'une époque. Et puis bon, les machines ne ressemblaient plus à des Mac. Le design, il fallait ressembler à des PC, c'est ce qu'il fallait vendre. Donc les Mac devenaient des tours beige box. Des tours beige, souvent des machines d'ancienne génération dépassées, et parfois même à la finition problématique. Quand on s'appelle Apple, il n'y a plus de valeur ajoutée à acheter un Mac. Ça n'a pas duré très longtemps. Et allez, très rapidement, quelques années plus tard, Apple fêtait ses 20 ans déjà en 1997, je ne veux pas dire de bêtises. Vous me corrigez. Le TAM date de 1997. Ouais, le TAM, le Spartacus, le 20e anniversaire Macintosh. Alors c'était l'antithèse. Tous les fans de Mac, et j'étais tout jeune à l'époque, demandaient des machines design tout en un, etc. Et là, alors qu'on voit arriver des tours, des ordinateurs avec tout, avec des câbles dans tous les sens, et on le voit arriver, le successeur du Mac original, ça s'appelle le TAM,
sauf qu'il est tiré à 20 000 exemplaires et qu'il coûte près de 10 000 $. C'est sûr que ça refroidit, Jean-Louis. Oui, mais ça fait partie de gestes que les entreprises font et qui sont quelquefois le résultat de petites discussions en petits comités, de nombrilisme d'entreprise. C'est un produit qui a marqué, qui est resté dans les esprits, mais qui n'a rien fait d'autre. Ouais. Bon, elle a au moins le mérite d'avoir révélé, c'est en mai 97, d'avoir révélé un certain Johnny Ive, qui était le designer de cette machine et qui a permis à Steve Jobs de le repérer quand il est arrivé quelques mois plus tard. Mais il avait quand même, il faisait quand même rêver à l'époque. Bon, il coûtait 50 000 francs, c'est à peu près 7 500 €, mais bon, aujourd'hui avec l'inflation, on serait plutôt autour des 15 000 €. Un écran plat en 97, écran plat, TV intégré, radio intégrée, câblé en cuir avec trackpad détachable, système audio Bose avec une caisson de basse d'enfer, un iMac avec 10 ans d'avance, mais en série limitée, et un concierge qui vous l'amène à la maison. Et ils n'ont pas écoulé la série, Monsieur X. Il y en avait quelques-uns qui couraient. Il y en avait quelques exemplaires, je crois, encore chez Apple France. Et on m'a soufflé dans les derrière qu'on vous a obligé à les détruire, c'est vrai, Monsieur X? Alors, détruire, je ne sais pas, mais en fait, il y avait des stocks à Apple France. Jean-Louis a dû connaître ça dans des hangars qui étaient connexes au bâtiment d'Apple France et d'Apple Europe, qui était le stock. Et puis, ça servait en même temps pour le SAV, beaucoup pour les démonstrations. Il y avait peut-être toutes les machines qu'Apple avait commercialisées en France, dont celle-ci. Et puis, un certain nombre d'employés d'Apple, dont je faisais partie, avaient pris peut-être la mauvaise habitude d'aller extraire des anciennes machines, mais qui étaient neuves, dans des conditions neuves, et de les remonter par nostalgie, de les mettre à leur bureau. Et on a eu une directive, en fait, des gens de la communication qui nous ont dit un jour, quand vous recevez des clients et qu'éventuellement vous les amenez dans les bureaux, ils voient plein de vieilles machines qui racontent certes l'histoire d'Apple, mais aussi ses flops. Merci de n'exposer que les produits qui sont en vente. Donc, j'ai redescendu le Spartacus que j'avais dans cette zone. Et oui, quand les bâtiments d'Apple Europe et d'Apple France aux Ulysses ont été rendus, il y en a qui ont dû être récupérés, mais une grande partie a dû être scrappée, comme on dit, mise à la benne. Ça fait mal au cœur, monsieur. Il y en avait du matériel, il y en avait, mais sur des hauteurs, tu ne peux pas t'imaginer. Je me souviens que tu m'avais dit à l'époque, monsieur X, quand tu m'as annoncé ça, tu m'as dit, Olivier, on a jeté plein de machines. Je t'ai rien dit. Parce que si je t'avais dit, tu serais venu au milieu de la nuit et tu aurais récupéré les containers. Moi, on aurait rêvé à l'époque pour monter un musée du Mac, mais passons. Allez, on aborde le dernier chapitre de cette émission. On a beaucoup parlé matériel, on va parler logiciel. Et peut-être le plus gros échec logiciel d'Apple, ça s'appelait Copland. Copland, Jean-Louis, c'était le futur du système d'exploitation d'Apple. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'aventure Copland qui a fini en queue de boudin, puisque finalement, il n'y a pas eu de futur du système d'exploitation d'Apple. Apple a fini dans le mur et dans l'impasse. Après les débuts difficiles du Mac, on a fait le Mac 2, on a fait le Mac SE, le SE30, etc. Les affaires sont reparties dans le bon sens. Donc en 1987, après la sortie du Mac 2 et du Mac SE qui rassurait tout le monde, j'ai décidé de lancer le développement d'un nouvel operating system qu'on a appelé Pink. Et donc l'idée, c'était de faire un operating system vraiment moderne, avec une orientation objet, avec tous les attributs qu'on pensait vouloir inclure dans un operating system moderne, de lancer une équipe là-dedans. 3 ans plus tard, comme vous le savez, j'ai été viré très légitimement d'Apple parce qu'un jour, quand John Sculley m'a demandé ce que je pensais de lui, j'ai été un peu trop franc. Non, mais John Sculley est mon bienfaiteur. John Sculley est mon bienfaiteur. Il faut que je vous parle. Il était temps. Il faut qu'on parle. Oui, non, mais je raconterai ça gentiment dans mon bouquin.
mais gentiment, parce que John Sculley, mon bienfaiteur, c'est lui qui m'a donné une chance incroyable. Et puis, j'étais trop, si j'ose dire, trop pas d'accord avec le PDG de l'entreprise. À un moment donné, quand on est trop pas d'accord, il faut se séparer. Et donc, en septembre 90, on boit un dernier pot, c'est la fin de l'année fiscale, et donc qui était la date de mon départ physique. Et je dis à John, écoute, John, tu m'as bien traité, je voudrais te remercier une dernière fois et de façon assez significative. Tu devrais annuler le développement de Pink, qui est devenu Copland, mais tu devrais annuler le développement de Pink et me mettre ça sur le dos, puisque de toute façon, c'est moi qui l'ai lancé, parce que ça va aller dans le mur. J'ai commis une erreur fondamentale qui est de mettre trop d'argent et trop de personnes pour ce développement, alors qu'en fait, je l'ai vu quand on a développé BOS, il faut très peu de personnes au début, très compétentes, mais il faut très peu de personnes pour éviter que chaque personne dans une équipe trop nombreuse ait ses petites caractéristiques favorites, que chacun des quadrupèdes allait développer, allait faire pipi le long de pour marquer son territoire. Ouais. Pour marquer son territoire. Et donc, John m'a regardé, était un peu surpris. Je lui ai dit, écoute, oui, John, j'ai commis une erreur. Je pense qu'on doit la corriger. Et n'hésite pas à me mettre ça sur le dos, puisque c'est moi qui l'ai commise. Bon, on connaît la suite. Ce n'est pas la décision qui a été prise. Et quelques années plus tard, Copland n'a pas abouti. Et c'est Steve Jobs qui a ramené l'équipe de Next Step et qui a, de façon très laborieuse, ça a pris 4 ans, à glisser le noyau d'operating system de Next Step en soulevant le Mac et en faisant une chirurgie très minutieuse pour raccorder les nerfs et les vaisseaux sanguins pour que l'organisme continue de fonctionner. Ah, finalement, c'est grâce à vous, Jean-Louis, que Steve est revenu, quelque part. Voilà. Mais quelque part, encore une fois, on voit... C'est grâce à Guy Lamilio qui a pris la décision vraiment visionnaire de faire revenir... Malgré lui. Non, mais sérieux. Bon, mais Steve Jobs s'est débarrassé de lui ensuite parce que Steve Jobs ne voulait pas partager le pouvoir. C'était le style de l'homme, mais la vérité, c'est que la décision historique de faire revenir Steve est ça qui a changé Apple et l'industrie. Et on a vu que effectivement, l'avenir vous a donné raison. Donc, ce système d'exploitation qui allait matérialiser les 10 prochaines années, quand vous êtes parti d'Apple, et face à la concurrence qui était Microsoft, Microsoft, lui, en parallèle, montait en puissance. Il y a Windows 95 qui est arrivé, qui a rattrapé le Mac en matière de convivialité, voire même proposer une meilleure stabilité, parfois même que le système de l'époque du Mac. C'est moi qui le dis, pour le dire, c'est que c'était vrai, croyez-moi. Et ça me faisait mal au cœur à l'époque. Les Macs, ils plantaient tout le temps avec mon système d'exploitation. Et si bien qu'en face, Apple était face à un mur, n'avait pas d'innovation à proposer face à Microsoft et menaçait de disparaître parce qu'il n'y avait pas de solution technologique, si ce n'est de racheter une solution clé en main, un système d'exploitation clé en main. Il y avait 2 choix, et comme quoi l'histoire est un éternel recommencement. Il y avait Steve Jobs avec Next Step, et il y avait Jean-Louis Gasset avec BOS. BOS qui tournait nativement sur PowerPC, qui était tout indiqué pour arriver directement sur le Mac. C'est le choix de Steve qui a été fait, qui était un peu un choix techniquement pas le meilleur. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Jean-Louis. Mais qui a eu, l'histoire leur a donné raison pour le côté marketing et visionnaire. Oui, absolument. De toute façon, Steve, on le sait, était un génie. Et Steve a été aguerri par ses aventures avec Pixar et ses mésaventures commerciales. Techniquement, Next Step était extraordinaire. C'est ça qui a donné naissance au web, puisque le protocole HTTP a été conçu au CERN à Genève. Ne l'oublions pas, sur une machine Next Step. Mais les machines Next Step ne se sont pas vendues. Et Steve avait abandonné Next Step pour recentrer l'entreprise sur WebObjects, parce que c'était le développement du web et que
Next allait fournir des outils de développement pour des sites web. Un super moteur d'application. Super moteur d'application. Et finalement, l'histoire s'est retournée. Et heureusement que Apple a fait revenir Steve Jobs à sa tête pour relancer, pour redonner vie à la culture de l'entreprise. Bien, je pense qu'on pourrait parler avec vous des heures et des heures. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci infiniment, Jean-Louis. Un petit dernier mot avant d'aborder nos coups de cœur en fin d'émission. Un mot au sujet de notre sponsor, LaCie, et son nouveau One Big Dock qui affiche désormais une capacité record de 18 Tera. Le One Big Dock équipé d'un disque dur Seagate Ironwolf Pro de nouvelle génération qui offre une capacité de stockage qui atteint désormais 18 Tera. Je l'ai dit, sachez que prochainement, tous les produits desktop professionnels de LaCie seront disponibles avec des disques 18 Tera. C'est le cas du modèle 6-bit qui pourra ainsi cumuler jusqu'à 108 Tera de stockage. Miam, miam. Pratique, le disque s'éjecte sur la face avant, tel un tiroir. Il est protégé par les services de récupération de données, Rescue en laboratoire. En clair, en cas de défaillance grave d'un disque, les données sont récupérables en salle blanche. Pratique encore. Et enfin, les ports sur la face avant. Le port USB d'abord pour brancher un iPhone ou un appareil photo, ou caméra, ou encore le port des lecteurs de carte SD pour décharger les photos et vidéos grâce à grande vitesse. Le tout se connecte ou se chaîne au Mac en Thunderbolt 3. Merci à LaCie de nous soutenir et on passe tout de suite à vos coups de cœur. Jean-Louis, un petit coup de cœur, on commence avec vous et ça va parler de recharge, c'est ça? Oui, c'est un petit détail, mais quotidien et très agréable, qui est le chargeur triple montre, iPhone et AirPod. Ouais, c'est assez pratique. On avait testé le modèle double dans cette émission. On retrouve la vidéo sur la chaîne. Et puis c'est plutôt design, donc je trouve ça plutôt joli. Et c'est assez magique avec MagSafe, ça tient en équilibre le téléphone, donc c'est plutôt un bon choix. C'est Belkin qui fait ça, une marque qui est connue pour avoir constamment amélioré ses accessoires. Merci Jean-Louis. Du côté de Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir? Écoute, après avoir parlé du plus mauvais du jeu avec la console Clicken, on va parler du meilleur du jeu, en tous les cas pour moi, même si c'est plutôt nouveau. C'est l'édition qui s'appelle Mario Kart Home Live, du célèbre jeu Mario Kart, mais cette fois-ci, ce sont deux cartes physiques, un avec Mario, un avec Luigi, avec des petites caméras embarquées que tu manipules depuis ta Switch. Voilà, je n'y ai pas encore assez joué, mais vraiment, c'est vraiment... Tes filles te laissent jouer avec, quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est vraiment super. Donc, allez-y les yeux fermés. Et puis, je finis juste en disant, si vous aimez les anciens Mac dont on a parlé et tous les produits Apple, et si vous ne connaissez pas ce logiciel, téléchargez de toute urgence Mac Tracker. J'avais déjà dû en parler. Bien sûr. La Bible. Il est disponible sur le Mac App Store. C'est très bien fait. Et il y a un truc, moi, que j'adore. De temps en temps, je joue avec. Vous cliquez sur un modèle de Mac, sa fiche apparaît. Vous cliquez sur l'icône de ce modèle et il vous fait, vous savez, le petit chime, son petit bruit de démarrage. Voilà. Et vous retrouvez donc tout l'historique de tous les bruits de démarrage, tous les Macs, y compris le Mac 20e anniversaire, qui avait un son tellement particulier. Alors, moi, je vais ajouter quelque chose que j'ai découvert cette semaine et j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et je te la passerai pour le publier sur le compte de On refait le Mac. En fait, le chime, c'est un bout d'une musique des Beatles. Non. Ouais, le mec qui a écrit ça, en fait, il y avait un bisbille, il y avait un procès sur. En fait, il y avait deux Apple. Il y avait Apple Computer et il y avait Apple, la société de production des Beatles. Apple Records, ouais. Et Apple Records. Et donc, en fait, le deal qu'il y a eu entre les deux marques, c'est Apple a le droit d'utiliser Apple Computers, a le droit d'utiliser la marque Apple à une condition, de ne jamais toucher à la musique. On a vu la suite. Donc il y a eu un accord avant de pouvoir le faire. Jamais touché à la musique. Et donc à un moment donné, ce qu'il a fallu faire, c'est que tous les sons, par exemple, pourquoi Sosumi? Parce que Sosumi, l'erreur là qu'on a dans le Mac, parce qu'en fait il fallait pas que c'est un bruit de son, parce que sinon ça veut dire qu'Apple faisait de la musique ou faisait du son. Donc ils ont donné des noms à la con. Et la vidéo explique ça. Et en fait il raconte que le chime de lancement, c'est un tout petit bout
d'une chanson des Beatles, mais il la raconte 20 ans après, là, c'est tombé, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et donc, du coup, j'ai découvert ça. Et la vidéo, elle est tournée il y a quelques mois, puisqu'à l'époque, c'était les Mac qui n'avaient plus le son, et le son est revenu depuis le but de démarrage est heureusement revenu. Tout à fait. Donc voilà. Et vous savez ce que ça veut dire, Sosumi? Oui, bien sûr. Ce qui veut dire fais-moi un procès. Oui, exactement. Ah ouais, d'accord. Oui, poursuivez-moi. Donc c'est ça, exactement. Poursuivez-moi. Oui, tout à fait. Il y avait un travail effectivement qui était mené spécialement pour ça, parce que c'est vrai que de manière régulière, le son évoluait de génération de Mac, le son de démarrage. C'est plus vraiment le cas ces dernières années. Il a même disparu. Il y avait un travail particulier de votre temps sur ce côté-là. Allez, on se fait plaisir, Jean-Louis. Sur le son, oui. J'ai un souvenir ému du lancement du Mac 2 à Los Angeles. Et il y avait une petite vidéo d'introduction dans la tradition déjà existante à Apple sur l'ouverture de l'Arlésienne de Bizet, où des sons successifs étaient montrés, des images successives, et y compris un faux crash d'Apple. Non, c'était le son chez Apple, ça a été très tôt, très bon, une bonne préoccupation de l'entreprise. Merci Jean-Louis. Jean-Louis, en parlant de Sosumi, il y a, comment s'appelle ce restaurant? Je ne sais plus si c'est à Palo Alto ou juste à côté, où tous les VC allaient se retrouver. C'est quoi? C'est les drapeurs qui faisaient toutes leurs réunions là-bas, père, fils et grand-père. Et dedans, il y a plein d'objets oui. Alors ça, il faut absolument y aller. Ah ouais, c'est fantastique. C'est à Woodside. Woodside, exactement. Et ça s'appelle Bucks, B-U-C-K '-S. Exactement. Et il y a une plaque d'immatriculation Sosumi dedans d'ailleurs. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et c'est incroyable, il y a un décor fractal. C'est ça. C'est-à-dire quand vous regardez un détail, il y a des détails qui surgissent à l'intérieur des détails. C'est une merveille ce restaurant, et j'y vais régulièrement manger mes huevos rancheros le matin avec beaucoup de café. Ce qu'on peut faire, Jean-Louis, c'est quand vous sortez le bouquin, on vient vous voir et on y va. Et on fait une mission là-bas. Absolument. Voilà, c'est vendu. Didier, ton coup de cœur. On va finir avec Laurent. Tu vois, ça aurait pu être la pipine que j'en ai une au bureau là, que de temps en temps je la ressors, ça me fait rire. Mais non, je me suis payé, un produit bien plus futuriste, et d'ailleurs qui sort du film Retour vers le futur. C'est les fameuses Nike, tu sais, qui se lassent toutes seules. Ça fait un moment que c'est sorti, et bon, c'est dur de les avoir, parce qu'il faut se lever tôt pour les acheter. Et encore, t'es même pas sûr de les avoir. Et oui, alors le film c'était 88, je crois, un truc comme ça. Oui, enfin la deuxième version, mais la première version. T'avais reçu Retour vers le futur 2 après qui est sorti. Ouais. Et du coup, donc Nike a sorti ses fameuses chaussures autolassantes, donc avec une petite batterie à l'intérieur. Et maintenant, ça marche en fait avec Siri. Donc tu peux dire à ta montre, délasse-moi mes chaussures, lasse-moi les chaussures. Faut les recharger évidemment, les mettre sur une plaque de cuisson là régulièrement. Et elles sont un petit peu plus lourdes que les autres. Elles coûtent un peu plus cher parce qu'elles coûtent quand même 350 €. Et en plus, je me suis fait un petit peu défoncer parce que les gens m'ont dit oh là là, c'est un scandale de mettre des batteries jusque dans les chaussures et tout. Mais moi, je pense qu'il faut quand même penser à nos vieux jours où on pourra peut-être plus faire nos lacets et où on dira à Siri. Quand même, Didier, enfin. J'espère qu'on aura un petit peu le temps. Peut-être qu'on n'aura jamais ça, peut-être ça ne marchera pas. Mais moi, en tout cas, ça me fait bien marrer, et voilà, je trouve que c'est un produit assez rigolo. Et tu vois, même les enfants, par exemple, qui ont du mal à faire leur lacet, s'il y avait un produit un peu plus simple comme ça pourrait être assez sympa, quoi. Bien. Laurent, ton coup de cœur. Apple a sorti un livre qui s'appelle Design by Apple, avec tous les produits dedans. Mais ce livre était sorti avant, et en fait, il prend l'intégralité des produits de 97 à 2010. Et donc dedans, il commence au fameux TAM dont on a parlé tout à l'heure. La période Steve Jobs, quoi. Et c'est un très beau bouquin. La première partie, c'est du design, l'explication, tout le parcours. Et la deuxième partie, c'est tous les produits entre 97 et 2010. Et donc, vous voyez les petits marque-pages bleus, si on peut juste faire un... Voilà, en haut, il y en a, je sais pas, une... J'ai bien révisé. Tous les produits que j'ai eus. Ah ouais. Le banquier est content. Exactement. Sur ces 17 ans, donc il y en a, j'ose même pas les compter, il y en a avoir, je sais pas, une trentaine. Ouais. Donc voilà, quoi. Et...
Il est plus édité, mais je l'ai trouvé sur Amazon. Il vaut entre 50 et 60 € et il coûte seulement $16 aux US. Donc je pense qu'il doit y avoir moyen de le commander aux US et de se le faire expédier. C'est pas pour l'empreinte carbone, c'est catastrophique. Mais par contre, je pense qu'on peut l'avoir même avec les frais de port moins chers que ça. Sachant que le modèle d'Apple valait entre 250 et 339 € et qu'il est épuisé. Alors, il existe une petite version et une grande version. Mais celui-ci, je l'ai trouvé plus intéressant. J'ai les deux, j'ai préféré celui-ci. Voilà. Merci Laurent. De mon côté, c'est du matériel. Vous parliez de dock tout à l'heure, Jean-Louis. Un dock, moi, cette fois-ci, mais c'est un dock pour iPad. C'est le Studio Dock de Kensington. Il a été présenté il y a quelques semaines lors du CES virtuel de Las Vegas. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce dock? C'est que vous pouvez accrocher, grâce à un système aimanté, le dock qui le surélève, ça ressemble un petit peu à un iMac. Du coup, vous pouvez le mettre en position portrait au paysage. Et puis, il intègre une multitude de connecteurs USB, HDMI, gigabit Ethernet sur un iPad. C'est plutôt rare pour être souligné. Une sortie 3.5 audio parce qu'il y a un port jack. Et même une carte SD. Voilà. Et à la base, ce qu'on aimerait voir sur les prochaines générations d'iMac, par exemple d'Apple, il y a un chargeur à induction pour charger tes AirPods, ton iPhone, et qu'il y a même, vous avez même, je vous tutoie maintenant, vous l'audience, formidable, toi qui nous regarde, la possibilité de mettre un accessoire supplémentaire pour charger votre Apple Watch. Donc un tout en un qui devrait arriver dans quelques semaines chez Belkin, ça devrait coûter autour des $400 et autant d'euros. Voilà, c'est la fin de ce 399e épisode d'On refait le Mac déjà. Merci infiniment, Jean-Louis, d'avoir accepté notre invitation. Je vous le dis à chaque fois, mais on attend que cette pandémie ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour mettre le cap et venir vous voir et faire une belle émission, surtout que vous nous réservez un beau cadeau dans les mois qui viennent, c'est ça? Les mois, il faut un certain nombre de mois parce que je me rends compte une fois que je me suis mis au pied de la montagne, que faire un livre, ça n'est pas du tout la même chose que faire des chroniques hebdomadaires. Ouais. Je fais la montre des notes, c'est une chronique qui fait à peu près 1100-1200 mots. J'ai un très bon editor qui révise ma copie pour qu'il n'y ait pas trop de fautes de langage. Et donc, ça roule très bien. J'en ai fait 600 et quelques maintenant. Et je me suis dit, je vais faire un livre, c'est facile, puisque j'ai fait autant de mondes et notes. Eh bien non, faire un livre, c'est un travail d'artisanat qui est plus compliqué que ce que j'imaginais. Ah, mais c'est bien de temps en temps de revenir artisan, Jean-Louis. En tout cas, ça va avec grand plaisir on a hâte de lire vos aventures et n'hésitez pas à nous faire signe à ce moment-là. Merci encore, Jean-Louis. Merci, Didier. Merci, Monsieur X. Merci, Laurent. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour la 45e d'On refait le Mac? Je ne sais pas. J'avoue qu'on est un petit peu... on vous prépare plein de choses, donc c'est compliqué. En tout cas, on est très heureux et croyez-moi, je n'aurais jamais cru qu'on aurait 400 numéros d'On refait le Mac au compteur. Voilà, je suis particulièrement heureux et ému. Voilà, et un peu fier quand même. Allez, voilà, c'est la fin de ce 399e épisode d'On refait le Mac. Merci d'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité, vous, derrière vos écrans. Vous nous avez permis, après presque 400 numéros, de grandir et d'être là aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on va grandir encore. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. À la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité. Au revoir.